Frappons plus fort. TV Liberté a multiplié par 3, parfois par 5 ses audiences en un an. Nous sommes désormais une force de frappe au service de nos idéaux communs. Cette nouvelle puissance de feu, malgré les censures, s'avère indispensable pour participer au libre discernement des Français. La presse alternative française doit peser dans les choix cruciaux de demain. Avec votre aide, elle va être en capacité, ici comme d'autres ailleurs, de contrer le camp de la renonciation, le camp de la trahison. Nous avons franchi un cap. Les chiffres ne mentent pas, ils ne trompent pas. Les nouvelles émissions arrivent, la mobilisation des équipes de TVL est totale, les talents sont là. Alors que se joue comme chaque année à cette époque le budget annuel de TV Liberté, je vous demande de répondre présent à notre appel en versant un don. Rejoignez la communauté de ceux qui, selon la très belle image de Sylvain Tesson, préfèrent vivre en plein vent que de survivre dans le formol résigné face à la puissance destructrice de l'ennemi. En avant, en plein vent. Frappons plus fort. Bonjour à tous, un zoom aujourd'hui dédié au rapport entre le peuple et sa classe dirigeante. Pour en parler, je reçois Guillaume Bigot. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Guillaume Bigot, docteur en sciences politiques, directeur d'une grande école. Vous êtes également membre des Orwelliens, un collectif de journalistes souverainistes. Vous tenez une chronique sur Front Populaire, le média du philosophe Michel Onfray, ainsi que sur CNews, le canal 16, vous publiez cet ouvrage, Une somme, populophobie, pourquoi il faut remplacer la classe dirigeante française. C'est publié chez Plomb, un ouvrage que l'on peut d'ores et déjà retrouver sur la boutique officielle de TV Liberté. Guillaume Bigot, il existe depuis toujours, dites-vous, une haine française du peuple contre la classe dirigeante et réciproquement, d'où vient cette haine ? Pour être honnête avec vous et avec les téléspectateurs, je n'aurais pas nécessairement choisi le terme de haine. Et je vais vous dire pourquoi je l'ai employé, je l'ai utilisé et pourquoi finalement l'idée du livre est venue. Je suis tombé, on était en plein au moment, au paroxysme presque des Gilets jaunes. Et j'ai feuilleté une revue, je peux citer, c'est la Revue des Deux Mondes. Et le titre de la Revue des Deux Mondes, c'était Une haine française. Et en feuilletant la Revue des Deux Mondes, je suis rendu compte qu'en fait, des intellectuels de bonne volonté et ayant le souci d'essayer de comprendre ce qui se passait, en fait, étaient en train de considérer que la révolte des classes populaires, mais il y avait aussi des classes moyennes dans les Gilets jaunes, et l'explosion de colère populaire, c'était l'expression d'une haine atavique du populo, Vous savez, peuple, il y a deux étymologies en latin, hein, c'est le peuple au sens de la République, l'ensemble de la cité assemblée qui décide, qui doit décider, corps électoral, comme on dirait aujourd'hui, et deuxièmement, vous avez les prolétares, qu'on donnait les prolétaires, c'est-à-dire la partie la plus pauvre et la plus fragile économiquement. Et donc, ils considéraient finalement que les prolétares, mais aussi finalement le peuple, manifestaient une haine. Et là, mon sang n'a fait qu'un tour. Je me suis dit, mais comment ces gens ne peuvent pas voir, si on réutilise l'expression utilisée par le géographe Christophe Guilluy, il a dit, et je pense que cette expression est forte, mais elle est juste, ça fait 30 ans que les classes moyennes en France sont marronnées, en fait passées à tabac. Par la globalisation. Et comment ces gens ne peuvent pas comprendre qu'au bout de 30 ans de mauvais traitements, il y a une forme de jacquerie et une forme d'éruption comme ça des Gilets jaunes. Ça ne veut pas dire que parmi les Gilets jaunes, il n'y avait pas des gens extrêmement violents, voire haineux, mais ça veut dire que la chronologie est une logique. Et que, en fait, ce populisme dont on parle, qui s'est manifesté sur les ronds-points bruyamment et de manière spectaculaire, ce n'était qu'une réponse à la populophobie.
Et la question est de savoir, est-ce que ça s'ancre, est-ce que ce mouvement, qui est un mouvement mondial, s'ancre dans notre histoire? En fait, réponse, oui, bien sûr. Bossuet, Boileau, beaucoup d'auteurs, je cite aussi Chateaubriand, ont repéré ça, bien sûr Tocqueville. Il y a en fait un réflexe de ce qu'on appelait sous l'Ancien Régime les importants. Il y a un réflexe des importants en France à considérer quasiment qu'ils ne font pas partie du même peuple que les masses, que la population, que ce qu'on appelait en Ancien Régime la paysannerie, le tiers-état. Il y a une volonté de s'en distinguer en permanence. Alors, je montre que dans notre histoire, il y a une dialectique. Il y a une dialectique en France entre l'égalité, la puissance de ce sentiment de l'égalité soulignée par Tocqueville dans l'Ancien Régime et la Révolution. C'est la passion française par excellence. C'est la passion de tous les peuples démocratiques, mais en particulier la nôtre. Et simultanément, de manière dialectique, la volonté de se distinguer, en particulier par l'élite qui veut surtout ne rien avoir à faire avec les gens qui boivent de la bière, qui mangent des frites, etc. Alors là, vraiment, c'est atroce. C'est la rupture contre la noblesse, c'est le retour des anciens, des anciennes cases de l'Ancien Régime. Oui, et pour reciter Tocqueville, parce que c'est aussi un des fils conducteurs de mon livre, Tocqueville montre bien que l'aristocratie, à la fin de l'Ancien Régime, donc à la veille de la Révolution, finalement, moins elle a d'utilité sociale, moins elle tire l'épée pour défendre le roi, moins les privilèges qu'elle a sont équilibrés par des devoirs. Et d'ailleurs, elle va refuser, cette aristocratie, de payer l'impôt. C'est ça qui va déclencher tout le processus révolutionnaire. Donc on voit bien, je ne suis plus utile socialement, mais je tiens à mes privilèges, je marque-boute sur mes privilèges. Ça va transformer finalement cette aristocratie en caste. Et en caste qui est rejetée parce que finalement elle n'a plus d'utilité. Et donc ça c'est un mécanisme profondément ancré dans notre société. Et on voit bien l'analogie avec 1789, la taille par exemple, cet impôt, le fait de lever de nouveaux impôts, c'est ça qui va déclencher le mécanisme. Et en fait on retrouve les mêmes coordonnées, c'est-à-dire que l'État est ruiné, ça pose la question de la légitimité à lever de nouveaux impôts. Il y a déjà une couche de la population de la paysannerie qui est accablée d'impôts. Et il faut en lever à nouveau. Et ceux qui sont responsables de lever des nouveaux impôts, c'est-à-dire l'aristocratie, eux, ils ne veulent pas les payer. Donc on a suppression de l'ISF et taxe sur le diesel. Et c'est ça qui enclenche le mécanisme. Vous expliquez que cette classe dominante des pays riches a fait sécession, mais pourquoi dire qu'elle est entrée dans sa phase terminale ? Alors, sans vouloir faire le cuistre, il y a une formule qui est une sorte de... un peu de sésame, ouvre-toi du livre, qui permet d'entrer dans le livre et qui est une clé de lecture du livre, mais aussi, je pense, de ce que nous avons sous les yeux comme citoyens sur les chaînes d'infos en continu. C'est une très belle formule de Chateaubriand des Mémoires d'Outre-Tombe. Il dit « Les classes dirigeantes connaissent 3 âges. Toutes les classes dirigeantes connaissent 3 âges. L'âge des supériorités, l'âge des privilèges, l'âge des vanités. Née dans le premier, elle dégénère dans le second et elle s'éteigne dans le troisième. Or, la classe que nous avons sous les yeux, la classe dirigeante, qui est une néo-noblesse finalement, avec une noblesse de robe, avec une noblesse d'épée. La noblesse d'épée, elle est plus militaire, c'est le CAC 40, c'est les gens qui font de l'argent sur les marchés financiers, sur les marchés mondiaux, qui héritent de l'argent, qui ont beaucoup d'argent. Deuxièmement, vous avez une noblesse de robe. Ce sont ceux qui sortent de l'ENA, sortent des grandes écoles de Polytechnique, qui intègrent les grands corps de l'État. Et donc il y a un anoblissement par la robe, un anoblissement par le concours, et un anoblissement par la rente et l'argent et la fortune. Et vous avez finalement une fusion de ces 2 noblesses en quelque sorte. Et ce type de dirigeant au plan sociologique a été mis sur orbite par le général de Gaulle. Et je pense que la phrase de Chateaubriand s'applique merveilleusement bien à la situation que nous avons à affronter, parce que lorsque le général de Gaulle les lance, si vous voulez, les met sur orbite dans les années 60 ou 70, ces gens vont avoir le sens de l'État. C'est vrai des grands capitaines d'industrie, c'est vrai des gens qui vont créer beaucoup d'argent et des grandes fortunes, c'est vrai aussi des énarques. Ils vont se retrousser les manches, ils vont moderniser la France. Alors, commettront des erreurs, bien sûr, la grande distribution, etc. Tout ça n'est pas parfait. Mais globalement, ils sont investis au service du commun, au bien commun. Ils sont dévoués au bien commun et à l'intérêt général, et ils ont un patriotisme. Et puis, on arrive à un plateau. Ça va commencer à se sentir un peu le roussi. Giscard, Mitterrand, etc. Donc là, vraiment, cette classe dirigeante, elle reste on était quand dans même... le privilège. Voilà. Et depuis quand on est dans la vanité, alors ? Je pense que Emmanuel Macron, que j'appelle l'énarque terminal, est d'abord le symbole lui-même de cette jonction entre la noblesse de robe et la noblesse d'argent.
Et que la noblesse d'argent avec le CAC 40, quand on regarde la structure du CAC 40, on se rend compte qu'il s'agit de l'énergie, de la grande distribution, du luxe, c'est-à-dire en fait de tout ce qui va être entraîné par la mondialisation sans créer des richesses et sans créer des emplois en France. À la rigueur, quelqu'un dont le talent est incontestable, enfin les créateurs d'LVMH, par exemple, sont brillants, ils sont des gens extraordinairement intelligents, mais il faut bien comprendre que leurs affaires se développent à mesure que la France s'affaiblit. Et il y a bien un phénomène de vase communicant, c'est-à-dire que pour qu'on accède au marché chinois, il va falloir d'abord créer des emplois en Chine, donc les fermer ici, fermer les usines ici, les ouvrir là-bas, mais surtout il va falloir accepter de commercer avec la Chine qui, elle, pratique le dumping par exemple. Donc on voit bien que ces capitaines d'industrie, cette noblesse d'argent, elle va jouer une carte qui est une carte antinationale. Et c'est la même chose pour la noblesse des robes. Je vous signale que l'inspection générale des finances, dont est issu Emmanuel Macron, et l'ENA, l'École nationale d'administration dont il est issu, réserve les places, les quelques premières places à cet ordre. Et favorise le pantouflage, et favorise l'arrivée dans les entreprises privées précisément pour faire de l'argent. Mais à l'origine, l'ENA et le classement à l'ENA, ça mesure le mérite. Et le mérite à l'ENA, c'est parce que les gens sont capables de servir la nation et de servir l'administration. L'administration, c'est le service public. Son idéologie est anti-service public. Et c'est la nation. Et son idéologie est européiste et anti-nationale. Donc on voit bien comment, finalement, on arrive dans une phase terminale parce qu'ils sont en train de détruire, de scier consciencieusement la branche sur laquelle ils sont assis. Qui t'a fait roi? Qui a fait en sorte que tu sois placé à la tête d'une pyramide sociale? Eh bien, un principe, celui de l'ENA, par exemple, l'École nationale d'administration, dont on n'a pas assez souligné qu'il l'a fermé. Enfin, en tout cas, il en a changé le nom. Vous voyez, donc c'est assez symbolique. La devise de l'ENA, c'était servir sans s'asservir. Donc, vous voyez, tout était dit, en quelque sorte. Et je pense que ça a très bien fonctionné. D'ailleurs, l'ENA est une très belle école. Elle forme des gens qui ont la tête bien faite, etc. Seulement, les principes qui fondent l'école, c'est-à-dire à la fois le service de la nation, le service public, l'intérêt général, l'administration, sont bafoués par les meilleurs représentants de cette école d'une part, et d'autre part, ils ont peut-être outrepassé leur point de Peters, leur point de compétence, parce que finalement, c'est une école qui sélectionne, qui forme, qui recrute pour l'administration, et pas pour le commandement politique. Cet esprit sécessionniste, d'autres l'ont réalisé, on appelle ça les quartiers sensibles. Est-ce que vous pensez que cette façon de faire sécession relève des mêmes causes pour les élites ou pour ces quartiers dits sensibles? En tout cas, il y a une même détestation des frontières ou une même, négligence des frontières et un même rejet de la nation, ça c'est certain, et un même rejet, on peut ajouter, de l'intérêt général du bien public. C'est-à-dire que finalement, le paradigme suivant lequel il faut favoriser le bon plaisir individuel et le mettre au-dessus de tout, c'est le bon plaisir qui favorise le fait de fabriquer de l'argent, y compris contre son propre pays, c'est pas très grave, puisque je vais au bout de la réalisation de ma satisfaction individuelle. Et le modèle du marché pur et parfait, n'oubliez jamais qu'il y a à la fois la libre circulation des capitaux, et ça on a vu ce que ça a entraîné, et notamment les délocalisations, mais il y a aussi la libre circulation du facteur travail. Et dans la libre circulation du facteur travail, il y a le fait qu'effectivement, vous ouvrez les frontières. Donc l'idéologie no border est naturellement une idéologie, libre-échangiste. Le libre-échange, c'est un aspect économique que tout le monde connaît bien et dont tout le monde a repéré les limites, les failles, etc. Mais on a du mal à comprendre que c'est totalement adossé à cette histoire d'état de droit, par exemple. Et l'état de droit, on nous vend l'état de droit comme, la préservation des principes démocratiques et la préservation des droits de l'homme. Mais en fait, c'est pas tout à fait ça. C'est vraiment le gouvernement des juges. C'est le fait que des gens non élus, à savoir des magistrats, se sont octroyés le droit de surinterpréter des préambules, des constitutions, se sont appuyés sur des tribunaux, sur des traités internationaux, se sont appuyés sur la jurisprudence de cours de justice internationale, et fort de cette interprétation, refusent d'appliquer les lois donc décidées par le peuple.
Alors, c'est doublement non démocratique. D'une part, ça bafoue la volonté générale exprimée par le peuple à travers la loi, et d'autre part, eh bien, ça peut porter atteinte au premier des droits de l'homme, c'est-à-dire le droit à la sûreté. Revenons à l'esprit fondamental qui transparaît dans votre ouvrage. Vous faites, Guillaume Bigot, des Gilets jaunes, les descendants carrément des sans-culottes, mais quelle différence voyez-vous entre la République rêvée des sans-culottes et la République moderne des Gilets jaunes ? Déjà, je pense qu'il n'y a pas de république des Gilets jaunes. La 5e République, telle qu'elle est prise en main par cette espèce de classe dirigeante sur le déclin qu'incarne parfaitement Emmanuel Macron, cette néo-noblesse, soutenue d'ailleurs par un néo-clergé. C'est à peu près 20-25% des gens qui vivent dans les centres-villes, qui bénéficient de la globalisation, et puis les journalistes, les people, les milieux culturels, etc. en tête, qui chantent les louanges de la globalisation, qui chantent les louanges de la construction européenne, qui chantent les louanges de l'état de droit et du droit de l'homisme, qui chantent les louanges du libre marché et de la globalisation, et qui prient finalement pour la tolérance. Donc la République, finalement, est entre leurs mains. Elle n'est pas du tout dans la main des Gilets jaunes. Justement, les Gilets jaunes sont des gens qui ne se sentent plus représentés par leurs représentants. Donc ça, c'est la première partie de la réponse. Deuxième partie de la réponse, je pense que il y a des analogies, bien sûr, avec la situation de 1789. Je dis la faillite de l'État, le consentement à l'impôt, le sentiment d'injustice et de privilège. La création du tiers-État. Exactement. Qu'est-ce que le tiers-État Tout. Qu'est-ce qu'a-t-il été jusqu'à présent Rien. Et que demande-t-il à devenir quelque chose? C'est les fameuses formules de Sieyès, de l'abbé Sieyès, dans le livre qui va être un peu le torchon qui va être allumé et brûlé et déclencher la révolution. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que il y avait finalement en 1789 une classe dirigeante de remplacement. Et c'est probablement ça qui fait défaut. C'est-à-dire qu'on avait une bourgeoisie qui n'avait pas le pouvoir, mais finalement qui était prête à le prendre, avec des idées nouvelles, et qui est arrivée aux affaires pour remplacer, si vous voulez, l'aristocratie. Bon, là, c'est peut-être la différence, c'est qu'on aperçoit difficilement qui va remplacer finalement l'énarchie alliée au CAC 40. Deuxième différence, eh bien, et revenons sur le terme de révolution, au sens étymologique. Révolution, c'est le mouvement en astronomie d'un astre qui revient à son point de départ. Alors, ce que j'essaye d'expliquer dans le livre, c'est qu'on ne va pas vers une révolution au sens où les Français voudraient rejeter la démocratie ou la République. C'est pas tellement la forme du pouvoir qui est en cause, c'est la faible représentativité des élites et de la classe dirigeante. C'est, pour le dire plus simplement... C'est le personnel. C'est même pas... Oui, c'est le personnel au sens sociologique, le type de dirigeants qu'il y a, mais surtout les idées qu'ils ont dans la tête. Ouais. C'est ces idées... Il n'y a plus du tout de synchronicité entre les aspirations populaires et les idéaux, on peut dire ça comme ça, les idéaux, les projets... les valeurs aussi fondamentales des gens qui dirigent. Mais la forme du gouvernement elle-même me semble pas devoir être rejetée. Donc en 1789, il n'y avait pas encore eu 1789. En 2020, il y a déjà eu 1789, il y a même eu 1962 avec l'élection du président de la République au suffrage universel. Et je ne crois pas que les Français soient prêts à jeter par terre les institutions, la République, la démocratie, même pas les droits de l'homme. Je pense que ce qu'ils veulent faire, c'est pas couper la tête de Macron, profondément et inconsciemment, parce que c'est pas formulé comme ça, c'est de trouver une issue à ce qui est décrit sans issue, c'est-à-dire toujours plus d'Europe, toujours plus d'état de droit, toujours plus d'immigration, etc. Les Français veulent trouver un chemin que ne leur proposent pas les classes dirigeantes. Et ce que j'essaie de rappeler dans ce livre, c'est qu'il y a un sentiment de découragement, je comprends, mais il faut se souvenir qu'à toutes les étapes de l'histoire, et pas seulement de notre histoire, je cite Wilfredo Pareto, qui est un sociologue, mais aussi un économiste italien, du début du siècle, et Pareto a cette formule très éclairante, il dit « l'histoire est un cimetière d'aristocratie ». Ce qui veut dire qu'à chaque fois dans l'histoire, il y a des gens qui sont aux manettes, souvent il y a une sorte d'aveuglement au désastre, parce que quand la crise arrive, ces gens vont se crisper, ils vont refuser d'ailleurs d'accueillir du sang neuf dans leur rang. Ils vont devenir de plus en plus héréditaires, de plus en plus ossifiés sur le plan sociologique. Ils vont refuser la mobilité sociale. C'est ce qu'on voit, les énarques ont de plus en plus d'enfants d'énarques. C'est très difficile de faire de l'argent si vous n'en avez pas déjà, etc. Donc il y a une fermeture sociologique. Mais ils vont aussi se cramponner à mesure que leur modèle prend l'eau et que leur modèle montre des contradictions intenables, ils vont s'y cramponner et devenir de plus en plus arrogants d'une certaine façon. Et c'est cette arrogance et cette espèce d'aveuglement au désastre qui va provoquer le changement. Mais ce n'est pas la première fois que ça arrive. Si vous prenez
je montre cet exemple aussi. La Commune de Paris, la crise, si vous voulez, du Second Empire, avec Napoléon III et la défaite de Sedan et la Commune qui a suivi, on se rend compte que là, le type de classe dirigeante aux affaires, cette espèce de noblesse d'empire qui recyclait une partie de la noblesse, avec des grandes fortunes bancaires, etc., Haussmann, Laffitte, enfin bref, tous ces gens-là qui avaient fait du bon travail d'une certaine façon, entre 1850 et 1870, ils font du bon travail. Et puis ensuite, ils vont déchoir, ils vont finalement provoquer le désastre. Donc le système va changer. Et sociologiquement, vous repérez que la Troisième République va être faite par une sociologie nouvelle. Ce ne sont plus les mêmes. Ce sont des élus qui viennent de province, ce sont des gens qui sont plutôt des professeurs, sont plutôt des avocats, sont plutôt des médecins. Ils vont être élus, ils vont monter à la Chambre des députés, et ces gens-là, ils vont faire une république quasiment spartiate. C'est celle qui va tenir le coup en 14-18. C'est une république extrêmement patriotique. C'est une république qui va avoir une œuvre incroyable d'alphabétisation des masses dans des proportions qu'on n'avait jamais connues. Anticléricale. Alors, elle sera au passage anticléricale parce qu'on ne se pose qu'en s'opposant. Donc, effectivement, et je pense que c'est parce que l'Église catholique avait pris fait et cause pour la monarchie et qu'il y avait une sorte de nostalgie monarchique que par opposition, c'est laïcard. Bon, mais la loi qu'on ne cesse de célébrer aujourd'hui sur la laïcité, la loi sur les associations, l'école obligatoire, tout ça est le fait de cette classe dirigeante. Or, cette même classe dirigeante, projetez-vous en 1940, ils sont devenus nuls. Ce sont les mêmes sociologiquement. Qu'est-ce qu'ils fabriquent la ligne Maginot. Qu'est-ce qu'ils racontent? Ils radotent, en fait. Ces gens radotent, ils racontent toujours la même chose. Un petit peu comme aujourd'hui avec l'Union européenne. Exactement. Exactement. Donc on voit que les énarques formidables dans les années 70-80, qui ont modernisé profondément la France, sont maintenant des obstacles à l'évolution du pays. Il faut une épuration de notre aristocratie? Non, l'épuration, c'est un terme beaucoup trop violent. Je pense que c'est une transformation, voire une révolution. Il faut en revenir, si vous voulez, à l'intérêt général. Le point de départ de nos institutions, c'est quoi le point de départ exactement? C'est une question très habile. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on sait bien, ça a été montré maintes et maintes fois et à juste titre, que finalement l'idée de République, elle va préexister à la République. Et qu'il y a quelque chose qui court, qui a comme une sorte de fil rouge, où il y a presque un fil, j'allais dire, bleu-blanc-rouge dans l'histoire de France. Lorsqu'à Bouvines, le roi dit, vous voyez, je suis le roi, je porte la couronne, mais je suis un homme comme vous. Lorsque même Hugues Capet dit primus inter pares, premier entre des égaux. Lorsque Charles VII, c'est une jeune paysanne illettrée qui lui repose sa couronne sur la tête. Lorsque... il y a même la geste d'Henri IV, d'une certaine façon, Paris vaut bien une messe, même si cette phrase est apocryphe, ce n'est pas grave. On voit bien qu'à chaque fois, les rois qui ont fait la France, comme la République, sont obligés de replonger leur légitimité dans le bain populaire. Parce qu'il y a une alliance absolument pluriséculaire qui date d'avant la Révolution entre Paris et puis les masses, en fait. Contre qui? Contre les importants. C'est pas du tout un hasard si vous ne trouvez quasiment aucun château fort intact en France. Ils ont quasiment tous été émondés. Cette histoire a été extrêmement violente. Le pouvoir central a imposer l'intérêt général. Et finalement, cette politique de puissance qui résiste au Saint-Empire, cette politique de puissance qui résiste au Reich allemand, cette politique de puissance qui va résister aux États-Unis, cette politique de puissance qui va résister à l'Union soviétique, cette politique de puissance qui doit résister à la globalisation et qui doit sortir de l'Union européenne, cette politique de puissance, en fait, c'est la vieille politique française. Et vous en avez des traces bien avant la Révolution. Si vous avez, je ne sais pas, les Invalides, par exemple, il faut bien imaginer que les Invalides, c'est un hôpital créé pour précisément les gens qui étaient morts sur le champ de bataille et qui étaient des gens qui n'avaient pas d'argent. Donc vous voyez bien que l'alliance finalement, on peut dire entre le pouvoir central et le peuple, le populo, même le prolétaire finalement, que détestent tant nos bobos, c'est la vieille politique française. Et qu'il y a un lien secret entre l'indépendance de la France contre des projets, disons, hégémoniques extérieurs, et une politique qui favorise le peuple contre les élites en France. C'est la raison pour laquelle souvent les élites vont être tentées, parce que le général de Gaulle l'appelle le parti de l'étranger. C'est pour ça que vous avez une alliance entre la Ligue et l'Espagne. C'est pour ça que vous avez une alliance entre les Huguenots et les princes protestants. C'est pour ça que vous avez une alliance entre les Bourguignons et les Anglais. C'est pour ça que vous avez une alliance entre le tout Paris, des people, etc., des juges, du Conseil d'État et l'armée allemande, par exemple, en 40. C'est pour ça que vous avez
finalement cette conversion de la bourgeoisie française à l'atlantisme. Le général de Gaulle, c'est très éclairant à la fin. Au lendemain du référendum, il a confié, je crois, à Alain Peyrefitte, il a dit, mais moi, vous savez, j'ai résisté à Hitler, j'ai empêché que les anglo-saxons me cassent le bras, j'ai résisté à Staline et au communisme, mais en réalité, la bourgeoisie française a fini par m'avoir. Qu'est-ce qui amènera les Français à la prise de conscience, puisqu'on voit bien, Guillaume Bigot, aujourd'hui, comme les progressistes nous emmènent lentement, à petits pas, vers leur solution ultime. Qu'est-ce qui permettra aux Français une prise de conscience ? Cette prise de conscience, elle est déjà en route parce que je crois qu'il y avait un rejet disons, du mainstream, appelons ça comme ça, parce que on l'a pas dit, on peut le dire rapidement, ce diagnostic sur la globalisation, elle va bénéficier à 20-25%. On parle des 1%, mais c'est faux. En fait, c'est 20, 25, peut-être 30% d'une population dans les pays développés, aux États-Unis, en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, qui bénéficiait réellement de la globalisation. C'était 1%, ce serait trop simple et il serait balayé. Non, en réalité, c'est 25 ou 30%. Et puis, vous avez le reste de la population qui, elle, plutôt pâtit de la globalisation. Donc, c'est par des mécanismes assez complexes, notamment de contrôle de rachat de médias et des versements d'une propagande intensive. Pensez à M. Drahi ou à qui ? Oh, il n'est pas seul. Il n'est pas seul. Tous les médias, quasiment, ont été rachetés. Oui, je suis sur CNews, mais c'est plutôt M. Bolloré. Mais enfin, en l'occurrence, vous savez, il y a des gens qui finissent par comprendre leur intérêt à la fin des fins et qui comprennent aussi que le vent de l'histoire est en train de changer. Il ne faut jamais désespérer. Non, je pense que c'est un phénomène qui est planétaire. J'ai expliqué qu'en France, ça entre en résonance vraiment avec l'histoire très profonde de la nation. Mais pour en revenir à votre question que j'ai oubliée d'ailleurs entre-temps. C'était sur le fait que comment amener les Français à la prise de conscience. Je crois que ce qui est en train de se passer, c'est que il y a longtemps que les Français n'avaient plus confiance dans le mainstream. Pour autant, ils étaient sensibles à une sorte de chantage qu'on pourrait résumer comme ça, par le chantage à la compétence. C'est vrai que vous ne voulez pas l'Union européenne, c'est vrai que vous ne voulez pas la globalisation, c'est vrai que vous ne voulez pas d'état de droit, c'est vrai que vous voulez stopper l'immigration, c'est vrai que vous voulez augmenter les salaires. Mais finalement, on est en train de vous expliquer, parce que nous sommes les sachants, que ce n'est pas possible et qu'il faut vivre dans le réel. Et nous sommes les dépositaires du réel. Et la grille de lecture que nous avons, c'est une grille, c'est la seule grille réaliste et la seule grille intelligente. Et c'est ça qui est en train de se fissurer à l'occasion de la crise sanitaire. Pourquoi ça se fissure ? Parce que les Français découvrent d'abord que cette politique de globalisation les emmène dans le mur. Ils se rendent compte que le pays s'est appauvri considérablement. Deuxièmement, ils se rendent compte de l'impuissance dans le réel des énarques, si vous voulez, de la classe dirigeante actuelle, symbolisée par M. Macron et ses différents premiers ministres qui sont incapables d'organiser des tests, qui sont incapables de distribuer des masques, etc. Troisièmement, ils se rendent compte aussi que tout ce qu'on leur a raconté jusqu'à présent, c'était des fadaises. Enfin, il faut bien comprendre que 44 milliards d'euros chaque année étaient remboursés au titre des intérêts de la dette. Donc là, ça en fait des centaines de milliers de lits de réanimation, je vous assure. Ça fait même des dizaines de porte-avions Charles de Gaulle tous les ans qu'on aurait pu se payer. Mais non, avec cet argent, qu'est-ce qu'on a fait ? On nous a expliqué que la dette, il n'y avait pas d'autre solution que de la rembourser. Donc on l'a remboursée. Et on a remboursé qui ? Des gens qui avaient déjà de l'argent, plutôt des gens étrangers d'ailleurs. Les marchés financiers. Etc. Donc vous voyez, je pense que c'est en train de craquer. Pourquoi dites-vous, pour terminer, Guillaume Bigot, que le monde entier attend la France ? Vous pensez que la Chine attend la France ? C'est une formule, mais je crois que cette formule, elle correspond à des rapports de force réels. C'est-à-dire que, oui, il y a peut-être un boulevard géopolitique pour la France, pour une raison simple, c'est que le monde est pris en étau, finalement, entre d'un côté des États-Unis d'Amérique qui ont porté ce modèle de globalisation marchande avec ce mythe un peu de l'entrepreneuriat, du bon plaisir individuel, où finalement le collectif n'avait aucun intérêt, l'individu était au centre de tout et la liberté était la valeur cardinale. Et de l'autre côté, on a une autre puissance où l'État est au centre, où l'administration est au centre, mais aussi la corruption est au centre. On fait peu de cas finalement, là pour le coup, de l'État de droit pour le pire. Et il y a quelque chose qui écrase littéralement l'individu. Bien sûr la Chine. Et donc entre les deux... Entre ce collectivisme chinois et l'individualisme américain, la France, c'est pas un peu un gloubi-boulga des deux ? C'est pas un gloubi-boulga des deux, c'est finalement... Enfin, c'est pas devenu un gloubi-boulga des deux. Et c'est devenu un gloubi-boulga des deux, mais ça pourrait être... Aujourd'hui, je suis assez d'accord avec votre diagnostic, finalement, on a des
des prélèvements obligatoires à la suédoise, et on a une pauvreté à l'américaine. Donc on a le pire des deux modèles d'une certaine façon. Mais il y a aussi un chemin où finalement la France est entre ces deux énormes pôles magnétiques de l'Est et de l'Ouest. La France est exactement une position centrale. Donc elle peut non seulement jouer un rôle pour éviter... La troisième voie gaullienne. Écoutez, c'est pas la troisième voie gaulienne, c'est aussi la grande politique française depuis bien avant la Révolution. Qu'est-ce que vous pensez, dernière question, Guillaume Bigot, de la gouvernance mondiale comme alternative aux États ? Que ce n'a rien de nouveau, que c'était déjà sous la plume de Platon, que dans la plus haute antiquité, on a déjà ce fantasme de l'État mondial. Donc ils n'ont rien inventé, même d'ailleurs de la... Mais qu'est-ce que vous en pensez sur le fond de ce mode de fonctionnement ? C'est une impasse. C'est évidemment une impasse, comme l'Union européenne est une impasse, comme le remboursement de la dette est une impasse, comme l'ouverture des frontières est une impasse, comme... Finalement, ce qui est intéressant... Pourquoi c'est une impasse ? Pourquoi l'État mondial est une impasse ? D'abord parce qu'on a un mini-État mondial, nous en Europe occidentale, je vais dire maintenant c'est l'Europe orientale, c'est l'idée de fabriquer un échelon politique à l'échelle continentale, et on voit qu'il n'y a pas de peuple derrière. Donc s'il n'y a pas de peuple européen, il y a a fortiori moins de peuple mondial. En fait, le problème de la politique est le même depuis Platon, c'est-à-dire l'enjeu central, c'est d'éviter que le sang coule, et pour éviter que le sang coule, il faut qu'il y ait un accord sur le juste et l'injuste, qui est un accord précaire, qu'il faut renouveler toutes les générations par la transmission, mais qui est un accord précaire aussi parce que il faut d'une certaine façon déléguer le monopole de la violence légitime, comme dirait Weber, à un pouvoir sur lequel, finalement, la forme du pouvoir, ou les idéaux qui font consensus, sont toujours fragiles. Et ils sont toujours fragiles, et c'est presque, j'allais dire, miraculeux que la paix s'installe sur une portion de territoire. Et donc, l'idée qu'on pourrait fabriquer, déjà que c'est très très difficile de maintenir la paix sur une petite portion de territoire, sur un peuple, avec une petite portion de territoire qui fait consensus autour d'un État, évidemment, l'idée que tout ça, on pourrait le balayer d'un revers de main parce que les marchés financiers, parce que Internet, parce que Google, parce que les GAFA, et donc demain, on émergerait un État mondial rationnel et qui assurerait la paix spontanée. Non. En fait, on le voit déjà à l'échelle de la France, on le voit encore plus à l'échelle de l'Europe, et on le verra ô combien, si on arrive là à l'échelle du monde, mais on n'y arrivera pas. Le vivre ensemble, c'est un mourir séparément, c'est sûr. Guillaume Bigot, vous êtes l'auteur de Populophobie, pourquoi il faut remplacer la classe dirigeante française. Tribune libre chez Plon, vous pouvez trouver cet ouvrage sur la boutique officielle de TV Liberté. Merci Guillaume Bigot. Merci à vous.